veux faire la qualité. Tu veux faire la qualité. Tu as vu quoi la qualité? Tu as dit quoi sur la qualité? Tu veux faire la qualité. On va échanger. En fait, tout d'abord, Oui. quand j'avais débuté la vie, je me suis dit que j'allais me professer en environnement. C'était une matière qui m'intéressait. Donc, de là-bas maintenant, à la fin de l'année, j'ai décidé de faire l'environnement. Puisque là-bas, on ne fait que plus des cours théoriques. Donc, j'ai décidé vraiment de me former en environnement et en sécurité. Raison pour laquelle je me suis décidé de venir faire la formation à ce métier. D'accord. Ok. Ah, voilà, elle a dit quoi, hein? Quelqu'un d'autre a dit pour lui. Oui, le monsieur qui est à côté là. Tu veux faire qualité. On a dit quoi sur qualité? Il a dit tu veux faire qualité. Il y a quoi la qualité là? Quel est le lien de l'environnement et la qualité? Ah, donc tu vois le E. Ok, donc c'est ça qui t'a attiré. D'accord. Et vous, madame? Tu aimes la chose? Ok. Donc on verra. Sinon, moi, je vais essayer de la qualité. C'est une discipline qui transcende toutes les disciplines. C'est bon? Elle transcende toutes les disciplines. Voilà, c'est quand on dit transcende là. C'est-à-dire que la qualité là, on peut faire ça dans toutes les disciplines. Voilà. Donc, un qualiticien, quand il est bien formé, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la situation, tu t'en sors. Tu n'as pas le tout. Voilà. Ok. Donc, comment se présenter? Il faut retenir en introduction que les entreprises leaders qui prospèrent et perdurent sont celles qui ont adopté et maîtrisé les fondamentaux de la qualité. C'est-à-dire que les entreprises qui prospèrent, qui vont de l'avant, elles ont maîtrisé ce qu'on appelle les fondamentaux de la qualité. Elles comprennent le fondement. On dit fondement là, c'est la base. C'est ça. De la qualité. Et puis elles ont anticipé sur ce qu'on appelle les risques. On va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un risque. Mais elles ont anticipé sur les risques qui sont liés à leur fonctionnement. Et on l'a vu très bien avec la crise sanitaire, qui est en même temps sanitaire, économique, sociale, qu'a connu le monde en mars 2020, a rappelé quelque chose de fondamental. Tout pays, c'est-à-dire que tout pays, toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, peut être confrontée au cours de son existence à des crises d'origine diverses. Quand on vous a parlé des crises de 2020, c'était quoi? Crise de 2020 qui a paralysé le monde entier, tout était bloqué, on est resté à la maison. Il y a des gens qui mouraient, il y a 500 morts par jour. Il y a des pays, il y a 500 morts, il y a 1000 morts par jour. C'était quoi? Covid-19. Donc, l'exemple récent de la pandémie de Covid-19 démontre que les entreprises qui avaient anticipé sur les risques en prenant des mesures face à ce type d'événement ont pu mieux traverser la crise qui s'en est suivie. Dès lors, la prise en compte des risques apparaît stratégique pour les entreprises. Donc, première chose dont on a parlé, fondamentaux. Ça permet aux entreprises de comprendre beaucoup de choses et d'être résilientes. Deuxième chose,
c'est il y a des risques. C'est-à-dire que chaque entreprise dans son fonctionnement, il peut avoir des risques sur son chemin. Voilà. Donc, les entreprises qui ont appris à anticiper sur les risques, elles ont eu moins de problèmes. Elles ont moins de problèmes. Et on vous dit que l'exemple le plus récent, c'est Covid-19. Pendant que le monde fonctionnait bien, sans problème, on dit qu'il y a un virus qui est apparu en Chine, petit à petit, ça s'est répandu sur le reste du monde. Et puis, voilà ce que ça a créé. Mais il y a des gens qui ont été affectés. Il y a des compagnies aériennes, par exemple, qui ont fermé. Parce que l'entretien des avions, ce n'est pas une mince affaire. Non seulement les avions ne peuvent pas voler, ils sont cloués à terre. Il faut payer le personnel, il faut faire l'entretien, il faut faire tant, il faut faire tant. L'argent ne rentre pas, mais ça sort. Il y en a qui ont payé bagage. Dans d'autres secteurs d'activité, il y a des entreprises qui ont plié bagage. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un des exemples. Voilà. Je connais des entreprises qui étaient dans le domaine de la restauration, qui ont carrément fermé. Donc, si vous n'anticipez pas sur les risques dans votre fonctionnement, ces situations-là peuvent arriver. Voilà. Donc, les deux éléments fondamentaux, et puis, comment on appelle, prise en compte des risques, sont deux éléments très importants. Voilà. Dans le fonctionnement des entreprises. Mais c'est des choses qui appartiennent du domaine de la qualité. Voilà. Donc, vous avez le droit de connaître. C'est bon? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Hein? Alors, on va avancer. Hein? C'est bon? Madame, tu n'as pas de questions? Ça va? Monsieur Dabouba Yamé, ça va? Monsieur de Cocody, ça va? Madame de Cocody. Ok. Je vois beaucoup de vos enseignants. Quand ils m'avaient donné le cours au campus, il y a certains de vos enseignants qui interviennent au campus. Le directeur même du campus, il a fait géographie à Poitiers. Professeur Cody, si tu le connais. Lui, il enseigne à l'université de Poitiers. Mais il y a des enseignants de géographie que je vois quand même au campus. De temps en temps. Ok. Donc, quels sont les objectifs de cette formation? Premier objectif, quand vous allez sortir de ce cours, on n'a pas eu de poser le cours par cœur. C'est pas comme à l'université où on te donne des piles de documents, il faut pousser par cœur, il faut faire décapiller, il faut faire costaud, tout ça. On retient l'essentiel. Parce qu'on sait que ceux qui font ces formations, c'est des professionnels. Donc c'est l'essentiel. Donc moi, ce que j'attends, quand on va finir le cours, au moins ces 4 éléments, il faut connaître ça. Si tu connais ça, pour moi, c'est ça qui est important. La notion de qualité et risque. Vous sortez ici, on vous demande, la qualité là, c'est quoi? Il faut savoir, pour pouvoir dire la qualité. Voilà. Il faut donner la définition de la qualité. Le risque, c'est quoi? Il faut pouvoir dire que le risque, voilà. Ça, déjà, tu as retenu quelque chose. Mais tu sors, tu as fini tout le temps de devant. J'ai fait plus de qualité, on dit pour qualité à quoi? Comme un étudiant que je connais ici, qui a fait une licence, jour de soutenance, on lui a posé simplement question. Qualité, c'est quoi?
Et qui a fait 3 ans. On lui demande qualité, il est là, il tourne sur. Donc il y a des. En science, on appelle ça les mots-clés. Voilà, ceux qui ont fait l'université, ils savent ça, les mots-clés. Voilà, c'est des mots qui sont essentiels qu'il faut retenir. Donc, qualité, risque. Il faut aussi comprendre l'histoire et l'évolution de la qualité. Ça veut dire quoi? La qualité, là, c'est pas né comme ça. La qualité a une histoire. C'est bon? Voilà, la qualité a une histoire. La qualité a une histoire. Donc, cette histoire de la qualité, il faut que vous compreniez ça. Ah, donc, qualité, là, c'est ici, c'est quitté jusqu'à ce ici. Là, si vous comprenez ça, le reste, là, vous pouvez bien avancer. Et puis, cette qualité-là, comment est-ce qu'elle a évolué? Comment est-ce que la qualité a évolué? Ah. Maintenant, après ça, troisième chose qu'on attend de vous, connaître les éléments indispensables au fonctionnement d'un système de management de qualité. Quels sont les éléments indispensables? Et puis, dernière chose, savoir analyser et gérer les risques. Il y a quelqu'un ici là que ça intéresse beaucoup. Ça, la personne là se connaît. Il faut savoir analyser et gérer les risques. Ça là, c'est très important. Est-ce qu'il y a une question? C'est bon, vous avez tout compris. Donc, le cours, on va faire ça en 2 parties. Première partie, fondamentaux de la qualité. Deuxième partie, notion de risque. Donc, première partie, donc on va voir fondamentaux de la qualité, histoire et notion de la qualité, enjeux liés à la qualité, concepts fondamentaux, principes du management qualité. Deuxième partie, notion de risque, HSE, définition, étude des cas, bon, beaucoup de choses qu'on va voir. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les fondamentaux de la qualité. C'est bon? Donc, les pères de la qualité. C'est-à-dire que les gens même qui ont commencé qualité là. Donc voilà un. Il s'appelle Edward Deming. Voilà, donc Deming, il est né en octobre 1900. Il est décédé en 1993, donc il avait 93 ans. Voilà, c'est une grâce aujourd'hui. Donc, il a obtenu son doctorat à 28 ans. En sciences. 28 ans, 1928. Donc, il a commencé, il était chercheur en mathématiques. Et sa spécialité, c'était l'échantillonnage. Comment on fait l'échantillonnage? Quand vous faites une étude de recherche, si vous avez raté l'échantillonnage, le résultat sera biaisé. Comment faire le bon échantillonnage? C'était ça, sa spécialité. Donc, à partir de 1950, il va aller au Japon. Et au Japon, il y a ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, on parle de la Confédération générale des entreprises. Donc là-bas aussi, il y a une instance qui s'occupe de la gestion des entreprises qu'on appelait la JSE. Ils vont le contacter pour dire, bon, il faut nous donner des cours sur le contrôle qualité. Donc pendant 5 ans, 1950, 54, ils vont commencer à donner des cours. C'est bon? Ils
commencé à donner les cours. Et puis, tellement c'était bon, il faisait ça tellement bien. L'empereur du Japon lui-même va lui donner la plus haute distinction pour ses services à la Russie. Parce que c'est ça, c'est Deming là, c'est celui-là qui a aidé l'industrie japonaise. Voilà. Quand vous voyez le Japon en matière d'industrie, ils sont au top. Jusqu'à il était devenu la deuxième puissance économique du monde. C'est maintenant la Chine est venue. Il y avait le Japon, il y avait les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Ils étaient dans le peloton des têtes. C'est maintenant que la Chine est devenue deuxième. Et puis le Japon a reculé un peu. Depuis cette année, l'Allemagne a pris la troisième place. Le Japon est devenu quatrième. Voilà. Donc, il a aidé beaucoup les entreprises japonaises. C'était tellement bien fait que le roi même dit, bon, on va te donner une 10. Donc, nous, en qualité, là, il est très important. Retenez bien ce nom. Parce que tout ce que vous avez fait après, là, son nom va venir. Il est célèbre pour la route de l'amélioration de la qualité. Hein, qu'on appelle le PDCA, Plan Do Check Act. Et pour le prix qualité japonais, qu'on appelle le prix Deming. Donc, il était tellement bon. Et les Japonais ont dit, bon, on va faire un prix à son honneur pour ne pas oublier. Ce monsieur-là, on ne peut pas l'oublier. Donc, on va mettre un prix. Et puis le prix là va porter ça. Là, on va toujours. C'est la durée de vie. On va mettre le prix des nuits. Donc, à partir de 1980, il va donner de nombreuses conférences aux États-Unis. Même aux États-Unis, on va mettre en place un prix qu'on appelle Malcolm Baldrige. Donc, vous voyez, les pays développés dans celle-là, c'est qualité. C'est un Américain. C'est un Américain. C'est un Américain. C'est pourquoi je vous encourage, vous qui êtes encore étudiant, nous on n'a pas. Moi j'ai fait à Bourgogne. J'ai fait SL. Après j'ai fait STA. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait trop de théorie. Je suis allé à la fac de pharmacie. J'ai fait un DSS là-bas. Et je suis revenu en biochimie pour faire un doctorat. Mais c'est que vous qui êtes encore plus jeune, moi ce que je vous conseille, allez dans les ambassades, chercher des bourses aussi. Parce que là-bas, là, ils sont plus avancés en termes de formation. Vous partez vous former et puis vous revenez pour mettre en exergue vos connaissances. Voilà. Nous, vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Allez-y dans les ambassades, chercher des bourses, d'études, tout ça. Alors qu'il y en avait. Et quand le délai passe, les gens jettent. Ou bien quand on voit personne, ils donnent ça à pas. Allez-y dans les ambassades. C'est très important. Vous êtes encore jeune, c'est pourquoi il vous dit de chercher des bourses d'études. Voilà. Parce que la connaissance, c'est dans ces pays-là. Et ça a commencé aux États-Unis, au Japon, en France, tout ça, en Angleterre. Ils sont un peu plus avancés. Voilà. Je sais, quand on parle aujourd'hui du système LMD, c'est en théorie. C'est pas en pratique. Voilà. Mais eux, on fait la théorie, on fait la pratique et c'est complet. Moi, quand j'ai fini à Pouvoir Djamé, j'ai été choqué. D'abord, j'ai fait l'université de Dalawa. Quand j'ai fini, j'étais en biosciences. J'ai fait génétique. J'étais très brillant. Donc, le professeur ne voulait pas me laisser. Et puis un jour, il est venu. Il dit, bon, ici, là, la filière génétique est une filière de recherche. Si tu es un 2A, c'est comme si tu n'as rien fait. On reconnaît ton mérite quand tu as le doctorat. Et nous, on a souffert car on
d'avoir 2. Et puis, on veut se mettre en licence. Quand tu me dis, c'est que même s'il y a une maîtrise, il y a une licence, il y a une maîtrise. J'ai 2 ans, ce n'est rien. Il faut que j'ai un doctorat. Ça, c'est trop long. J'ai laissé le cours, je suis allé à Papaye. Parce qu'on parlait encore de filière professionnelle. STA, STE, les gens présentaient ça, c'est comme si dès que tu finis, on va te donner un boulot. C'est comme ça que j'ai laissé. Je suis allé faire STA. Rapidement, j'ai fini ma maîtrise. Je vais dans Francmat. Quand je cherche travail, on dit dedans, les gens, ce qui m'a choqué, on cherche ingénieur de type INP HP. Et quoi? Dans nos papiers, quand nous on a fait, c'est cadeau. On cherche ingénieur de type Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Donc nous ne travaillons pas travailler. Et ils avaient raison. Parce que c'est quoi? Pourquoi jamais c'est des théories? Une entreprise, quand elle t'embauche, elle n'a pas le temps de venir te former. Quand une entreprise te prend, elle suppose que tu es déjà opérationnel. On te prend, on dit bon, voilà ton poste, voilà, bon, il faut le produit, tant. C'est tout. C'est ce que l'entreprise attend. Donc, eux, ils font théorie et ils font pratique. Donc, les entreprises les veulent. Et puis, un jour, en ce moment, il y avait la Sorbonne au plateau. Je suis parti voir. J'ai trouvé un grand frère, un ami de mon grand frère. Lui, il était à ce place. Et on m'a petit, j'ai dit, j'ai fait sciences alimentaires. Ah, mon petit, mais c'est bien. Je suis à Solibra, je suis chef de production. Il faut envoyer ton papier. Je te prends. J'étais content. Je lui envoie ma maîtrise. Il dit, mon petit, toi, tu vas me tuer, tu vas prendre mon poste ici. Moi, j'ai fait DUT à Yamoussoukro. Toi, tu as fait maîtrise, STA. Mais, non, va faire un BT. Tu vas rapidement, tu fais un BT, tu viens à être d'un travail. J'étais découragé. On est à Bobo à Gamé, on me dit non. Malgré tout ce qu'on a fait là, il faut aller faire 2 ans. Et puis, tu vas faire doctorat. Donc, même chose qu'il y a laissé à Bobo dit là. Il dit, mais nous tous qui allons ici, si on va faire doctorat, ils vont nous prendre où? Parce que pour ne nous donner rien d'intermédiaire, ça veut dire qu'on finit là, on nous dit on a qu'à aller faire doctorat, et puis doctorat, on va prendre combien de temps pour faire les 2 ans? Pour faire, à ce moment, il n'y avait pas master. C'est comme ça que je suis allé en fac de pharmacie pour faire un DSS. Dès que j'ai fini mon DSS, 6 mois après, il y a eu mon premier cours. Et après, je suis revenu pour financer mes études. Mais je veux dire que ça a été quand même très difficile. Donc, si vous avez la possibilité aujourd'hui, allez-y dans les ambassades, cherchez des bourses. Voilà. Et puis, vous pouvez aller. Parce que toutes les bourses dans ces pays développés, quand il y a eu le coronavirus, ça n'a pas été utilisé. Tout est là. Donc, eux-mêmes, ils cherchent des gens. Et puis là-bas, c'est pas comme chez nous ici. Les gens font des petites études pour gagner. Supposons que ici, avec BTS, tu peux gagner 800 000. Pourquoi il y a aller me fatiguer pour aller faire doctorat? Il y a une différence de peut-être 200 000 francs. Donc là-bas, les gens font des petites études pour aller travailler, se prendre en charge. Donc si tu veux faire de longues études et autres, là, les laboratoires sont là. Il n'y a personne. C'est bon? Voilà, donc c'est... Bonjour, madame. Bonne arrivée. C'est madame Mademoiselle Kwaku Jeanne. Et vous êtes dans quelle entreprise? Vous avez fait quelle formation de base? STRM. Ah bon? Tu avais quoi? EG, c'est quoi?
Docteur Nicolas, il est là. Nicolas Kwaku. STRM. Moi, j'ai fait ça au groupe local. Ah, toi, tu as fait ça au groupe. Ok, Magoli. Non, au groupe Carrefour. Oui. Ah, il y en a là-bas aussi. Ok, là, toi, tu fais qualité. Tu es quitté là, tu fais qualité. C'est pourquoi? C'est pas côté plus. Mais il y a plusieurs formations qui vont t'apporter plus. Pourquoi ces qualités-là, franchement, que tu as fait? Et nous, en qualité, on est déjà beaucoup. Tu pourrais faire histoire, tu pourrais faire géographie, mais tu veux faire qualité. Mais je n'ai pas commencé avec histoire. D'accord. Non, je veux dire qu'il y a plusieurs disciplines dans lesquelles tu pourrais aller après pour faire plus. Mais tu as choisi la qualité. C'est ce que je veux comprendre. Ok, donc, elle va bien venue. Donc, on est déjà avancé. Donc, on revient. Donc, retenez bien roue de Deming. C'est très important dans les démarches qualité. Donc, à partir des années 80, il va donner de très nombreuses conférences au groupe américain et il va contribuer à mettre en place le prix Malcolm Baldrige. On a déjà parlé de ça. Donc, pour Deming, la qualité, voilà la définition que lui donne de la qualité. Pour Deming, la qualité, c'est de satisfaire les besoins du client consommateur. Satisfaire les besoins du client consommateur. Donc, pour Deming, la qualité, c'est de satisfaire les besoins du client consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et des quantités, il faut utiliser les thèmes de qualité, il faut comprendre ça. Oui. Ok. Ça, c'est bon. Voilà. Ce que le client veut, là, il faut lui donner. Donc, dans ses besoins, il inclut les qualités caractéristiques du produit. Donc, les caractéristiques du produit, là, on met ça dedans. C'est bon? Principe de la qualité selon Deming. Donc, selon Deming, il existe 14 principes de la qualité. Premier principe. Vous avez démarré là? Non. Hein? Non. Donc, premier, créer un objectif permanent. Créer un objectif permanent. Donc, mettre l'accent sur le long terme en allouant des ressources pour l'innovation, la recherche, la formation et la préservation du capital. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que pour 2000, il faut chaque jour un principe, c'est-à-dire que chose, comment on l'appelle? Il faut toujours aller de l'avant. C'est ça. Donc, pour aller de l'avant, il faut des ressources, innover. On ne se contente pas de faire la recherche, on fait la formation, et puis le capital qu'on a là, il faut le préserver. Le capital peut partir. C'est bon? C'est là. C'est le premier principe.
Deuxième principe, adopter une nouvelle philosophie. C'est que il faut éliminer le concept des niveaux de qualité acceptables. Niveau de qualité acceptable, c'est la qualité ou bien c'est pas la qualité. Elle dit non, c'est ça, c'est acceptable. Soit tu fais la qualité ou bien tu fais pas. Donc, dans les opérations et dans les relations de l'entreprise avec ses fournisseurs. Donc, dans les opérations et dans les relations de l'entreprise avec ses fournisseurs. Qu'est-ce qu'un fournisseur? Ça, c'est le thème de la qualité. Un fournisseur, c'est qui? C'est celui qui t'apporte. C'est celui qui veut. Elle va finir avec quoi? C'est celui qui te livre quelque chose. Hein? Un fournisseur, c'est celui qui te fournit peut-être, par exemple, je prends un exemple. Je fais une entreprise de sac. C'est celui avec qui je traite, celui qui m'envoie des sacs. Mais toi, tu vas. Ok, voilà. Donc, toi, tu vends des sacs. C'est pas toi qui produis les sacs. Tu vends. Ok, donc, dans ce cas, celui qui te donne les sacs, c'est le fournisseur. Quelqu'un d'autre? Attends, il va me parler d'abord. Ah, bon. Un fournisseur, ça, c'est le thème de qualité. Hein. Comme elle a pris l'exemple, moi aussi je prends l'exemple. Moi je vois de la banane en gros. Donc quand je donne à mes clients, je vais fournir le pot. Donc, qui est fournisseur? Le fournisseur, c'est l'entreprise. Non. C'est fort, quoi. Oui, mais c'est un petit bâtiment. Combien de personnes ici? Oui, toi, fournisseur, il faut parler en même temps. Un fournisseur. Qu'est-ce qu'un fournisseur? Tu fais quoi? Tu travailles, je travaille. Donc, comme on l'a dit là, le fournisseur, c'est celui qui fournit. C'est bon? Si c'est en termes de commerce, quand tu vends des sacs, celui qui te fournit des sacs, c'est ton fournisseur. Mais en entreprise, quand on parle de fournisseur, c'est surtout celui qui donne la matière première. Les entreprises de chocolat, qui est leur fournisseur? C'est un planteur. Les coopératives agricoles du cacao, c'est eux qui sont les fournisseurs. Non, la matière première. Le fournisseur, c'est pas lui qui a le produit final. C'est lui qui permet à ton entreprise de fonctionner, de tourner pour fabriquer le produit final. C'est ça qu'on appelle le fournisseur. C'est lui qui t'envoie. Oui, mais c'est de la matière première que lui t'envoie. Et puis toi, tu utilises ça pour le transformer, pour aller mettre la valeur ajoutée et puis donner ça à quelqu'un d'autre. Oui? Celui que je vais dire, c'est que quoi? C'est vrai que c'est le planteur qui pense. Mais au niveau de l'entreprise, planteur, c'est relationnel l'histoire. Au contraire, c'est là-bas même que ça existe. Hein. Non, je veux dire que lui qui fournit, c'est pas directement le planteur en fait. Pourquoi? Les planteurs sont organisés en coopérative aujourd'hui. C'est lui qui envoie le cacao directement. Oui. Ah, chez les planteurs, il y a des architectes qui vont acheter. Non, mais tout ça là, c'est de ça on appelle. C'est le planteur qu'on voit. Sinon, eux, c'est des intermédiaires. C'est pas de la relation. Oui, mais à tout cela, c'est des intermédiaires. Celui qui a la matière première, c'est le planteur.
tout ce que tu vois, les pisteurs ou bien les quoi, ça c'est des intermédiaires. Quand on va voir les grands groupes, il y a le planteur, et puis celui qui prend son cacao pour transformer. C'est ça qui est important. Donc, tout ce qui est. Donc, toi, tenir compte de ce qui est le planteur prend aussi pour venir transporter son cacao, tout ça, là, tous ces petits trucs. Non. Parce qu'elle a donné l'exemple de ça. Vous avez dit que c'est lui qui fournit le sac. Non, mais ça, c'est à l'échelle. Ça n'est pas à l'échelle d'entreprise. Là, c'est à l'échelle de. On a pris juste un exemple chose dans vos petites activités que vous faites chaque jour. Voilà, pour que vous compreniez la chose. Mais en termes d'entreprise, il y a plusieurs processus. Mais on voit le planteur. Maintenant, le planteur, on ne le voit pas peut-être de façon individuelle. On voit les coopératives, les grandes coopératives. Si tu prends une entreprise comme Cargill ou bien Sako, ils font, ou bien C-Moi, ils font les plaquettes de chocolat et autres. Ils sont en contact avec les coopératives. Donc, là, tu ne vois pas le planteur, mais nous, on voit le planteur. La coopérative, la cellule dans la coopérative, c'est le planteur. Voilà, donc c'est le planteur. Et ils donnent ça à Cargill ou bien à C-Moi. Voilà. C'est moi qui va, comment on appelle, transformer le produit. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça se passe? C'est bon? Donc, il dit pour lui, là, c'est acceptable. C'est la qualité ou bien c'est la qualité? Voilà. C'est de considérer comme acceptable certains niveaux de non-qualité, de non-respect des délais de livraison. On te dit, tu dois donner le produit à 10 heures. Toi, tu viens à donner ça à 10h30. Et puis on dit, bon, ok, c'est 10 heures. C'est pas 10 heures. C'est bon? Mettre fin au choix de fournisseurs basé uniquement sur le plus bas coût. Donc on dit, c'est un bon fournisseur, son produit, on me donne ça moins cher. Les mamans, vous partez au marché, on vous donne l'argent. Hein? Et puis vous prenez ces tomates qui est moins cher, l'oignon qui est moins cher. Hein? Mais si c'est moins cher et que c'est pourri, là, ça ne vaut pas la peine. Toi, ce que toi tu vois, c'est moins cher, mais est-ce que c'est de qualité? Donc, il ne faut pas t'amuser, il ne faut pas t'arrêter à cette affaire de moins cher seulement là. Non. C'est pas ça. Oui. On n'est pas au niveau du client, on est au niveau du fournisseur. C'est-à-dire que celui qui donne la matière, tu fais tomate, non? Et tu mets la tomate dans les boîtes. Ça, c'est ton travail en tant qu'entreprise. Quelqu'un te donne des tomates pourries, il te vend le kilo à 500 francs. Alors que quelqu'un d'autre a des bonnes tomates, il peut te vendre le kilo à 1000 francs. Comme lui est moins cher, tu t'en prends. Tu vas mettre ça dans ton usine, tu vas transformer, tu vas donner des pâtes. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Les pâtes là auront un goût bizarre, tout ça. Tu vas chasser les clients. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'est pas parce que la matière première que le fournisseur te donne là est moins chère que tu vas venir mettre ça dans ton entreprise pour transformer. Ça va impacter sur la satisfaction du client. Tu comprends? C'est pourquoi il dit c'est pas la peine. Parce que si tu as pris un produit, la matière première qui n'est pas de bonne qualité, c'est sûr que ça va jaillir chez le client. Il va te faire le tout pour dire que non, ce que tu m'as donné là, c'est pas bon. Hein. Et puis à la fin, tu perds ton contrat. Hein? Tu vois pourquoi la qualité c'est important? Quand tu vas à la zone de pouvoir, si une entreprise veut grandir pour être important, elle va toujours chercher à se certifier.
Sinon, tu vas tourner dans Abidjan, dans Boaké, San Pedro, tu vas vendre tes produits, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas avoir un gros contrat hors du pays, et tu n'es pas dans une démarche qualité, mais tu n'es pas certifié là, on ne va pas t'accepter. Donc, toutes les entreprises doivent avoir certifié ISO, certifié ISO. Vous voyez, ils ont vu, ils ont commencé à avoir de l'importance, il y a d'autres clients qui les appellent. Donc, quand quelqu'un n'est pas dans cette affaire-là, soit il l'a déjà fait et puis il y a un moment, voilà. Sinon, si tu veux grandir, tu es obligé de passer par là. Même si tu veux vendre à Yopou en ce moment ou bien à Côte d'Ivoire en ce moment, il faut prendre tes certificats. Il faut rester là. C'est bon? Donc, vous voyez, on n'est pas encore rentré au fond. Vous voyez l'importance de la qualité pour les entreprises. Et quand l'État même veut faire qualité, mais là, ils ont certifié le trésor public. Maintenant, la douane veut se certifier, les impôts veulent se certifier. Il y a des ministères qui veulent faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses pour manger dans cette affaire. Ah. Donc, prenez ça au sérieux. C'est bon? Donc, mettre fin au choix des fournisseurs basé uniquement sur le plus bas coût. Donc, il faut réduire le nombre de fournisseurs et exiger des preuves de conformité de qualité. Ça va? Réduire le nombre de fournisseurs et exiger les preuves de conformité de qualité. Excusez-moi. C'est bon? Est-ce que tout le monde comprend? Maintenant, moi, je vous ai posé une question, si vous comprenez. Hein? Réduire le nombre de fournisseurs et exiger des preuves de conformité de qualité. Allô? Oui, il dit, est-ce que les samedis on fait visite des techniques de voiture? Ah, mais j'ai oublié, j'allais te laisser le truc là pour faire la visite technique. Les samedis, hein? Oui, j'ai oublié, j'allais faire la visite. Après les gens, ils ne sont pas venus. Il n'a pas payé l'assurance, il n'a pas. Comme la visite était derrière, il n'a pas. Oh, net. D'accord, il finit à 13h, il est tapé. S'ils sont encore. Toi, tu as fait d'autres cours. Hein. Mais donc, toi, tu dois comprendre ça. Oui. De conformité. Oui, mais c'est dit la même chose. Sinon, c'est pas mal essayé. Prenons l'exemple des sacs. Hein? On va partir à terre avant d'arriver à l'entreprise. C'est pas les sacs qui ne pas. Donc, plusieurs personnes vont proposer des sacs.
plusieurs et puis t'envoies ça. Quand tu as une petite idée dans ta tête, tous les sacs, ils prennent ça 500. Et tu demandes 2500. Là, tu as 2000. Donc, tout ce qu'on a parti, c'est ce qui t'intéresse. C'est un peu déchiré. La tâche dedans, tout ça, tu prends ça. Parce que c'est moins cher. Alors, on dit, il ne faut pas prendre pour tout le monde. Il faut choisir un certain nombre. Et quand il est choisi, il faut vérifier que le sac là, c'est bon. Donc, les preuves de conformité, c'est des critères que tu dois avoir pour dire que le sac est bon ou bien. Donc, tu peux voir peut-être la matière. Tu peux voir s'il n'y a pas de taches dans le sac. Tu peux voir s'il n'y a pas de tout dedans. Tout ça, c'est des critères de validation pour voir que le sac est de bonne qualité. C'est bon. Même quand on arrive à l'entreprise, c'est plus au stade de. C'est un peu plus grand. Donc, il y a des preuves de conformité. Ça peut être par exemple légal. Est-ce que ce qui me donne là, il n'a pas volé ça? Mais s'il a volé qu'il vient te donner, et que tu appliques, quand ça va chauffer la vie, j'ai vendu sa tête. On va venir te chercher. Est-ce qu'il a acquis ça légalement? Maintenant, s'il a acquis légalement, est-ce que ce qu'il me donne, c'est bon? Par exemple, quand on doit prendre notre cacao pour envoyer ça chez les gens, tu sais ce qu'ils doivent envoyer là? Taux d'humidité, on ne va pas dépasser 5%. Les champignons appellent ça aflatoxine, parce que ça peut créer des cancers. Ça ne doit pas dépasser 5%. Matière, c'est pas grave, mais il y a ces critères que le cacao doit respecter. Donc, avant même que toi tu n'envoies tout ça dans ton usine, il doit aller faire le contrôle. Et tu sais ce que tu fais le contrôle? C'est un laboratoire qui est agréé. Non, moi, je peux aller voir mon cousin. Et puis, il va me donner les papiers là. Qui est-ce qui va aller à Longchamp? Pharmacie Longchamp. Voilà. Je peux aller au studio. Fais-moi les papiers là. Tu donnes 10 000 de. Donc, l'État dit bon, pour cette année, pour Capaï Café Cacao, voilà les laboratoires qui sont agréés. C'est-à-dire qu'eux, ils ont eu l'autorisation pour vérifier les installations, les manières de fonctionner. C'est là-bas seulement que si vous partez là-bas pour contrôler, on contrôle l'humidité, on contrôle tous les paramètres. C'est là-bas que c'est valable. Mais si ce n'est pas un de ces laboratoires, tu fais ça ailleurs, c'est pas valable. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu fais des contrôles avant tu envoies, Cargill peut prendre, CMOA peut prendre tout ça. Donc quand eux, ils prennent les échantillons pour maintenant envoyer chez les blancs, le blanc lui il est vigilant. Qu'est-ce qu'il faut mettre au cacao là? Il est bon. Et donc voilà les laboratoires qu'on a fait. Et voilà la liste des laboratoires 2024 qui sont arrivés. Ces laboratoires est comment ça se passe? Parce que s'il y a un problème sur le bâtiment, c'est l'État. On va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On annonce sur les réseaux sociaux ou bien quelque part, Côte d'Ivoire, un immeuble s'est écoulé, ça fait 50 personnes. C'est le bail d'église, c'est l'État. Côte d'Ivoire, l'État n'a même fait rien. Donc, la responsabilité de l'État est engagée. Il faut s'assurer que les bâtiments que les gens font là, ça respecte les lois. Vous voulez
les ça devait être fait tout. On espère qu'il y a du travail. Mais vous voyez que tout ça, c'est la qualité. Tout ça, c'est dans la vraie qualité. Vous voyez ce mot-là seulement. Ça veut dire tout ça. Les gens font ça sans savoir que c'est la qualité. Ah, mais tu as compris cette partie. Qui n'a pas compris? Ça va maintenant. C'est bon. Cessez de compter sur l'inspection massive. Disez la qualité, premier coup, tant dans l'entreprise que chez ses fournisseurs. C'est bon? On dit, cessez de compter sur l'inspection massive. L'inspection, c'est quoi? On va vérifier les locaux, où vous faites votre travail là, on vérifie tout cela. Et puis après, on fait la chose. C'est bon. Mais si vous faites ça, et puis vous ne mettez pas l'argent sur les produits eux-mêmes, sur la qualité même, c'est la vie. Ensuite, je comprends bien, quand tu vas vers la population, au lieu de leur demander de les faire prendre le produit, C'est loin. Pour le prendre des mêmes. Est-ce que ça veut dire que quand tu vas par exemple, tu vois les populations de tu dois demander combien est-ce qu'il faut soit amusé, desséché, ainsi, soit avec d'autres populations quand même aller au voir, Mais en fait, cette affaire de tamisage bien séché, tout ça, quand tu vas au laboratoire agréé, tous les paramètres, ça va ressortir là. Donc, tu n'as pas besoin de faire cette chose. C'est le planteur même qui peut vérifier. Ça, c'est sur son terrain. Il a ses employés, il peut vérifier si c'est bien, c'est souvent nous, papa, il casse à sa main. Mais là où on va vérifier, c'est que le point de contrôle, c'est quand ça va arriver au laboratoire. Parce que l'État ou bien ceux qui prennent la tête n'ont pas le temps pour aller voir chaque planteur, ils vont vérifier tous ces trucs-là. Ils ne peuvent pas. le contrôle qualité, quel rôle là? Parce que quand tu vas au laboratoire, c'est un peu comme il y a déjà des références en fait. Oui, mais c'est ce que je vous dis là. Ouais. Contrôle qualité là, c'est différent de management qualité. Vous allez voir ça tout le temps. C'est petit par rapport au management. Management qualité, c'est tout le système. Contrôle qualité, c'est ponctuel. Donc, si on prend contrôle qualité du cacao, la plupart de nos cacao vont dans l'Union européenne. Donc, l'Union européenne va te dire les fiches et autres là. Quand on prend mon cacao là, on va les critères. Taux d'humidité. C'est bon? Taux d'humidité. Elle va parler de taux de matière grasse, quelque chose comme ça. Et puis, taux de champignons. Hein? Champignons qu'on prend souvent aflatoxine. Les petits champignons, ça peut créer des cancers. Je donne 3 comme ça, il peut y avoir d'autres. Donc, quand il y a ça, quand il dit taux d'humidité, ça doit être humidité inférieure à 5%. Ça là,
matière grasse inférieure à 5%. Aflatoxine inférieure à 5%. Ça, c'est ce que le blanc te dit. Donc, ça veut dire dans ton cahier des charges. Pour que moi, je puisse prendre ton parole. C'est tout. Donc, toi, tu prends ça et tu t'en vas dans le laboratoire de technicien. Il fait des échantillonnages. Il ne peut pas prendre tous les sacs, tous les mots. Il fait des échantillonnages. Il y a une manière de faire l'échantillonnage. Et puis, là, maintenant, tous les paramètres. Il vérifie. Une fois que tout est OK, il peut faire peut-être un test, deuxième, troisième. Et c'est conforme. Il valide. Mais si ce n'est pas bien séché au travail, il faut aller bien faire et pas revenir. C'est bon maintenant? Donc, on n'est pas encore rentré dans la qualité. Donc, vous voyez que déjà, toutes les entreprises se retrouvent. C'est pourquoi on ne peut pas se passer de la qualité. Aucune entreprise ne peut se passer de la qualité. C'est un carrefour. Tu vas tourner. Qualité reste. Donc, il dit, beaucoup d'inspections, c'est bon. Mais il faut la qualité au premier coup. C'est-à-dire que prendre les dispositions pour que le produit dans le même temps. C'est-à-dire que pendant que tu fabriques ton produit et ton service, il faut que tu mettes la qualité. Cinquième, rechercher le problème. Il est rechercher le problème. Donc, utiliser les techniques appropriées pour améliorer continuellement le système de production. Les premières étapes à la planification jusqu'à la distribution au client. Donc, il dit, il faut rechercher les problèmes dès le départ. Si on va aujourd'hui, quand je fais le cours, je vais suffisamment concret, on va prendre terre à terre pour que les gens comprennent. Vous avez Internet. Cliquez Mercedes. Voilà. C'est un gros problème pour l'entreprise Mercedes. Je vais faire d'abord Mercedes. Et puis que rappel voiture Mercedes. Rappel voiture. Rappel voiture Mercedes. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Tu as vu?